Bienvenue dans l'anglais des chiffres. Comme chaque semaine, nous allons explorer les sujets d'actualité en compagnie de brillants esprits qui vont nous éclairer sur ce qui va rester. Gaspard Koenig, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, on vous connaît bien, vous êtes non pas un habitué, mais un invité régulier de cette émission parce que c'est toujours passionnant de vous écouter. Semaine politique un peu étrange, où il semble ne plus rien se passer véritablement. On est un peu entre deux eaux. La réforme des retraites est passée, finalement, mais la contestation n'est pas vraiment éteinte, sans représenter véritablement un obstacle, sinon pour les déplacements des ministres. Quelle suite pour le quinquennat, selon vous, aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais ce qui est frappant, c'est les questions qu'on se pose. C'est toujours les questions autour d'un homme. Que va faire le président ? Est-ce que le président écoute les gens ? Qui sera président après lui ? Donc on commence déjà à nous parler de 2027 et qui sera candidat et qui a des chances d'être élu, même à sortir des sondages. Et en fait, ce que cette crise révèle, qui je pense est passée d'une crise sociale sur la question des retraites à une crise institutionnelle après l'utilisation du 49.3 sur la Constitution et la manière dont les citoyens ont ou pas accès finalement via leurs représentants à la prise de décision. Ce qu'elle révèle, c'est l'impasse du système présidentiel où de plus en plus la Ve République culminant, disons, on ne parle que d'une personne. Et tout le reste de la vie politique semble oblitéré. Tous les partis, disons, la vie des partis se constitue non pas autour des idées et des programmes, mais autour des futurs poulains au seul moment de vie politique du pays qui est la présidentielle. Et donc je pense qu'il est temps de se demander si la présidentielle était vraiment une bonne idée, parce que c'est une idée qui date de 1962, qui d'ailleurs n'est pas... L'élection au suffrage universel, bien sûr. Hein. Voilà, qui n'est pas endogène à la Ve République, la Ve République de 1958, conçue par Michel Degré. Le président est hors des partis, clé de voûte des institutions, gardien de l'équilibre des pouvoirs, mais il n'intervient pas dans la vie politique du pays. On pourrait vous objecter, Gaspard Koenig, plusieurs choses. D'abord, c'est la première fois que le Parlement représente un tel pouvoir. De ce point de vue, il y a quand même un rééquilibrage contraint, à l'occasion évidemment du fait que le président lui-même n'a pas eu la majorité. Premier point. Deuxième point, les inconvénients que vous soulignez, ils sont relativement récents. On s'est accommodé de l'élection au suffrage universel. Du temps de Mitterrand ou de De Gaulle, elle ne gênait pas grand monde. Est-ce que ça n'est pas plutôt les hommes qui posent problème ? Alors, on dit toujours les hommes posent problème, mais quand De Gaulle fait l'élection au suffrage universel en 62, il dit très bien, je le fais pas pour moi, je le fais pour mes successeurs, parce que je sais qu'ils n'auront pas la légitimité historique que j'ai. D'ailleurs, il le fait après l'attentat du Petit Clamart, et disant que voilà, un successeur est toujours possible rapidement, et je veux leur donner cette espèce d'onction qui, tout d'un coup, les rend surhumains, les protégera, les rend aussi hors, disons, du lot commun, et introduit ce rapport direct entre un homme et un peuple. Est-ce que ça a si bien fonctionné ? Je ne sais pas, parce que j'ai l'impression que depuis 60 ou 70 ans, c'est l'ensemble du pays qui s'est présidentialisé. C'est pas seulement le président de la République, c'est qu'il y a des présidents partout, et il y a un rapport au pouvoir, y compris dans les salles de classe, dans les entreprises, dans les associations, qui est toujours trop déférent, et où, au fond, la fonction délibérative, la qualité de la délibération entre êtres humains pour trouver des solutions et se donner des règles, est toujours considérée avec une certaine suspicion. Et on préfère s'en remettre à un chef, parce qu'au moins c'est plus clair, il exécute. Et ça, c'est vraiment un contexte institutionnel qui, je pense, est largement responsable des tensions quotidiennes du pays. Par ailleurs, je note que la France a vécu près d'un siècle, de 1870 à 1962, sans président de la République élu au suffrage universel, dans un système, évidemment Vichy excepté, qui était un système totalement parlementaire, avec président du Conseil des ministres, un président de la République, mais qui lui avait une fonction plus honorifique, plus symbolique, élu au suffrage indirect, et que ça se passait pas trop mal. Enfin, il y a de quoi réhabiliter ces républiques où finalement les gens se projetaient davantage dans le Parlement que dans le pouvoir exécutif, ce qui est normal, parce que le pouvoir exécutif est censé être soumis au législatif, exécuter les lois données par le souverain populaire que sont les chambres, le Parlement. Et les gens se projetaient dans les grands orateurs à l'Assemblée, et du coup on parlait davantage d'idées et moins de personnes. Est-ce que le problème, c'est pas plutôt le quinquennat qui, en alignant le calendrier des élections présidentielles et législatives, a de facto fait disparaître la législative et a magnifié la présidentielle en faisant l'élection reine ? C'est sûr que ce que je disais un peu au début, c'est que là, on a poussé la logique de la Ve République vraiment... Est-ce qu'on l'a pas dénaturée ? Je pense qu'on a poussé sa logique à son terme.
Parce que De Gaulle aurait été quelque part Vous ravi. pensez qu'il aurait voté pour le quinquennat? Je pense qu'il aurait été ravi. Alors, il aurait sans doute préféré avoir un septennat présidentiel et un septennat parlementaire. Mais dans ses mémoires, il dit très explicitement à quel point il sait que l'introduction de l'élection du président au suffrage universel va faire disparaître, il le dit explicitement, la qualité des débats parlementaires. Et il s'en désole et il dit, tant pis, voilà, c'est devenu un peu obsolète, toutes ces belles paroles. Et donc, je pense que lui, son rêve, son idéal, c'est un homme qui a le maximum de pouvoir, en tout cas le plus de pouvoir qu'on peut avoir en restant dans une démocratie, et qui, du coup, n'est responsable qu'une fois tous les 5 ou 7 ans, quand le peuple a pour seul moyen, disons, de réaction de protestation, la possibilité de le reconduire ou non. Et je pense que c'est très infantilisant pour tout le monde, parce que finalement, en votant pour le pouvoir exécutif, on se choisit un maître. Alors que quand on vote pour le pouvoir législatif, on se choisit un représentant pour se battre pour des idées. Et donc, je pense que là, on a été... Et la personnalité de l'actuel titulaire du poste contribue à faire de ces institutions quelque chose d'extrêmement monolithique, d'extrêmement vertical. C'est Jupiter. Voilà, enfin la pratique du pouvoir actuelle ne favorise pas la discussion et la délibération. Et que je suis frappé du fait que lors des Gilets jaunes, par exemple, une des principales revendications qui émanait, c'était le référendum d'initiative citoyenne. Oui. Alors moi, je suis opposé au RIC au niveau national, je suis favorable d'abord au niveau local. Mais néanmoins, je trouve intéressant que la question institutionnelle soit si prégnante chez les gens. On dit oui, mais tout ce qui intéresse les gens, c'est le pouvoir d'achat, les choses du quotidien, etc. C'est ce qui nous répète le pouvoir aujourd'hui. Mais c'est pas vrai. Les êtres humains, ce qui les caractérise, c'est cette dignité qui consiste à être écouté et à participer aux assemblées. C'est un besoin absolument fondamental. C'est pas quelque chose qui passe après tout le reste. Et on voit très bien que ce désir d'être écouté explique les casserolades, explique tout ça. Et que aujourd'hui, au fond, quand on n'est pas d'accord avec la politique gouvernementale, on a comme seule option que d'écrire des tribunes dans les journaux, sur des blogs, ou de défiler dans la rue. Mais ça, c'est pas un rapport construit, mature à la démocratie. Alors, on pourrait vous objecter aussi qu'au fond, la France est un pays monarchiste, qu'elle a besoin d'un roi, et que quand c'est la République, l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, elle en fait un empereur, que de temps en temps, elle succombe au général Boulanger ou à Macron, mais qu'au fond, il y a quand même cette demande. On a besoin d'un roi, ne serait-ce que pour lui couper la tête. Et de ce point de vue, l'avantage de la démocratie, c'est de pouvoir le faire tous les 5 ans. C'est justement la thèse d'Emmanuel Macron en 2016, qui disait « Les Français sont un peuple de monarchistes régicides ». Mais déjà, en 1948, puisqu'on parle de Louis-Napoléon Bonaparte, Alexis de Tocqueville, libéral qui siégeait au comité constitutionnel, s'est opposé à l'élection du président au suffrage universel en disant « Attention, ça va aboutir à un coup d'État, une dictature ». C'est exactement ce qui s'est passé. Depuis, les libéraux Aron, Revel se sont toujours opposés à ce mode d'élection qui, quelque part, prive le peuple de sa représentation légitime. Et je ne pense pas que les Français soient un peuple, ceci ou cela, avec une certaine essence. Comme je le disais, 1870-1962, on a marché en régime parlementaire, les gens ne criaient pas en disant « on veut un roi, on veut un roi, on veut un chef suprême ». Il y avait énormément de débats. On a fait quand même les grandes lois républicaines de la fin du 19e siècle, traversé une guerre mondiale sans, disons, coup d'État, traversé de la crise du franc, 2 expériences de gauche plus ou moins radicales. Enfin bon, le pays s'est maintenu et les débats se concentraient, se catharsisaient dans l'enceinte qui doit les recevoir. Donc je ne crois pas à cette théorie-là et je pense que les institutions créent les hommes. Donner aux Français des institutions suisses, il leur faudra peut-être quelques mois, quelques années, mais ils deviendront suisses. Et ça veut dire quoi de devenir suisse? C'est simplement avoir la capacité de faire des compromis, de délibérer ensemble, de trouver des solutions astucieuses, de comprendre qu'on perd, on gagne, et de dire nous, au lieu de dire ils. Aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on dit ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont fait une route, voilà ce qu'ils nous ont fait avec les retraites, et dire nous avons décidé que... Et si je suis pas content, c'est que j'ai pas réussi à convaincre mes voisins, ma famille, mes amis, mon patron. C'est beaucoup plus évidemment inclusif et c'est beaucoup plus responsabilisant et citoyen. Vous plaidez pour un système à l'allemande.
Est-ce que c'est pas un peu le fantasme des élites depuis toujours, enfin, que de regarder ce pays comme un modèle à la fois au plan économique et au plan politique, mais alors que l'organisation, la culture, l'histoire sont évidemment complètement différentes. Mais pas forcément à l'allemande. Toutes les démocraties au XIXe siècle, à l'exception des États-Unis d'Amérique, étaient des démocraties parlementaires. Cette histoire de présidentialisme ne se développe que dans la seconde moitié du XXe siècle. La démocratie, pour nos pères fondateurs, c'est forcément la souveraineté parlementaire. D'ailleurs, à la Révolution française, certains parlementaires exigeaient qu'on ne dise plus ministre de, mais ministre des lois de. Pas ministre de la Justice, mais ministre des lois de la Justice, pour bien montrer que le pouvoir exécutif n'était là que pour exécuter, et que jamais il ne devait prendre la préséance. Donc quelque part, c'est nous qui l'avons inventé, cette histoire. On peut se la réapproprier. Et il reste encore en Europe une bonne moitié de pays qui fonctionnent en système parlementaire. Donc c'est pas seulement l'Allemagne, c'est le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, et il y en a beaucoup d'autres. C'est d'ailleurs le dernier continent où le système parlementaire continue à se maintenir. Donc c'est pas du tout fantasme d'une gouvernance à l'allemande. Ce week-end, justement, vous évoquiez le Royaume-Uni, c'était le couronnement de Charles III. On voit là une monarchie parlementaire. C'est un système comme ça qu'il nous faudrait, c'est-à-dire avec... Alors, on est quand même frappé, je le disais tout à l'heure, par la persistance, l'incroyable résilience, pour utiliser un mot qui n'est pas français, de cette monarchie qui intéresse le monde entier, en réalité, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Vous pensez que ça serait une bonne idée pour la France, ça ? Non, sans doute pas. Non. Enfin, je suis très heureux qu'on soit en République. Je trouve d'ailleurs les rites anglais un peu tribaux, quelque part. Bon, après, si ça marche et que c'est la coutume et que ça pose pas de problème, tant mieux. Et ça leur permet effectivement de résoudre une partie du problème, puisque toute la charge symbolique de représentation du pays, d'incarnation, de figure par rapport à l'ensemble de la population, est dévolue au roi qui n'a aucun pouvoir sur la fabrique de la loi. Et le Parlement reste un endroit où le pouvoir exécutif est assez accessible et assez, pour utiliser un autre mot qui n'est pas français, accountable, c'est-à-dire qu'on peut à tout moment démettre le Premier ministre, parce que, comme on l'a vu d'ailleurs récemment avec les turbulences du Parti conservateur, puisque le parti peut le démettre, c'est pas un homme qui est élu, c'est un parti qui a la majorité, et qui se choisit un leader dont il peut changer régulièrement. Je ne plaide pas forcément pour ce système-là, mais enfin, c'est un système parlementaire qui a beaucoup dérivé sous Boris Johnson, qui a pris d'ailleurs paradoxalement des aspects un peu continentaux, populistes, mais qui reste la plus vieille Mother of Parliament, la plus vieille démocratie parlementaire au monde. Et j'ai toujours été impressionné par la qualité des débats à la Chambre des communes, par exemple. Donc, Et après, la monarchie britannique elle-même, vous savez, il y a eu cette série The Crown sur Netflix. Et j'ai l'impression, je ne sais plus maintenant si c'est la série qui s'inspire d'événements historiques ou si c'est les actuels faiseurs de l'histoire qui s'inspirent en fait du rythme des séries pour maintenir l'attention populaire. J'ai l'impression que les deux se confondent complètement dans un scénario un peu, disons, mondialisé, avec des séquences. Ouais. Voilà, donc je trouve que ça, quelque part, ça a un peu perdu de sa gravitas, mais si les Anglais s'y retrouvent et qu'ils font la fête, c'est toujours... c'est dommage de le détruire. La fonction d'incarnation, c'est quand même nécessaire pour le pouvoir. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que peut-être le stade supérieur de développement de l'humanité, c'est que précisément, on n'a pas besoin d'un homme, d'une figure, pour décider, pour se donner des lois. Et encore une fois, c'est quelque chose que on pratique dans un certain nombre de pays. Et c'est un rêve qu'il est bon d'avoir et de réitérer. Et on parle de la Suisse, mais on peut parler par exemple du Kurdistan, qui s'inspire des principes de Murray Bookchin, qui est un philosophe anarchiste américain des années 80, qui a imaginé le communalisme libertaire, je crois que ce sont les termes, où c'est un peu le rêve de Proudhon, c'est le rêve du fédéralisme, c'est-à-dire que le plus petit niveau, c'est la commune. C'est à la commune que la plupart des choses se décident collectivement parce qu'on a encore la capacité de se voir dans une même arène avec beaucoup de démocratie directe. Et ensuite, petit à petit, elle élit ses délégués, et puis ça monte pour résoudre par subsidiarité les affaires un peu plus importantes. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce rêve-là
eh bien, il est toujours expérimenté dans des régions du monde parfois surprenantes, telles que le Kurdistan, qui est pourtant en état de guerre, de tension permanente, et que David Graeber a écrit sur justement son expérience au Kurdistan et sur l'affiliation anarchiste dans laquelle il s'inscrit. Donc je pense qu'il est valide de continuer à prôner cet idéal, même si ensuite il faut composer avec la réalité de nos pays respectifs. Cette semaine, c'était la réforme du RSA, du justement système de cette allocation qui constitue l'un des principaux minima sociaux français, revenu de solidarité active, pas présenté officiellement, mais c'est Olivier Dussopt qui est en charge du dossier, ministre du Travail, qui en a donné les grandes lignes. Bon, l'idée, c'est d'en finir avec l'assistance critique qu'on entend depuis la création du RMI. Le revenu minimum d'insertion, c'était en 1988. À l'époque, Michel Rocard était Premier ministre. Le RSA a été créé sous la présidence Sarkozy par Martin Hirsch, avec déjà cette idée d'activer les dépenses, autrement dit de remettre les bénéficiaires à cheval, si je puis dire, un cavalier mérite comme vous. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est là, dans ce désir de conditionnaliser l'allocation, est-ce qu'il y a une voie de salut ? Alors, je pense qu'effectivement, il faut en finir avec l'assistanat, mais il faut assumer le fait que, justement, ce n'est pas de l'assistance ou de la charité, c'est un droit. Et que donc, on peut considérer, comme Thomas Paine, qu'il doit faire partie des droits de l'homme, le fait de pouvoir subvenir à ses besoins de manière minimale. Le fait de pouvoir subvenir à ses besoins de base, à ses dépenses de base, et de ne pas être donc dans la contrainte économique ou dans une précarité qui menace sa survie même. D'avoir un toit, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi se chauffer, se transporter, et que ce droit soit universel. Tant qu'on ne fait pas ce pas-là, eh bien, on met en place ces systèmes qui, au fond, poursuivent cette finalité, mais qui ne le disent pas vraiment. Et donc, c'est là qu'on crée l'assistanat, parce qu'on dit aux gens, on te donne un petit pécule pour survivre, mais d'abord, il va falloir le demander, et c'est très compliqué, 100 jours en moyenne, pour recevoir son RSA. C'est d'une complexité diabolique. Ouais. Le formulaire est plus compliqué qu'un formulaire fiscal réservé aux contribuables de luxe. Généralement, les gens ne peuvent pas le remplir sans les associations qui les aident. Et donc un tiers de nos recours dû à ça. Comme toujours dans un système complexe, il y a des gens qui fraudent et qui en profitent, les insiders et les outsiders qui restent sur le côté. Puis après, c'est pas fini parce qu'après, vous avez des contrôles. Donc vous devez aller au CAF régulièrement. Quand vous changez de département, il faut changer de caisse. Et parfois même, vous avez des contrôles in situ où les inspecteurs des CAF viennent vérifier, entre guillemets, si les gens sont pauvres. Ou par exemple, si les gens vivent en couple. Vous êtes au RSA, vous vivez en couple. Disons que vous êtes colocataire. Vous devez, si vous entretenez une relation avec votre colocataire, le déclarer au CAF. Mais vous imaginez le degré d'intrusion. Et vous avez parfois des inspecteurs qui arrivent pour vérifier si les gens sont en couple ou pas. Avec toutes les folies saugrenues que ça peut engendrer. Et donc les gens qui sont les plus démunis sont les premières victimes d'une forme de harcèlement bureaucratique, simplement parce qu'on n'a pas assumé intellectuellement, idéologiquement, le fait que, on vous donne de l'argent pour survivre, c'est un droit, c'est tout. On ne vous demande rien en échange. C'est un bon système, alors. On ne vous demande rien en échange parce que on vous fait confiance. Et c'est le maître mot. On vous fait confiance parce qu'on sait que globalement, il va peut-être y avoir une portion de gens qui vont passer leur temps devant les jeux vidéo, mais globalement, les gens, ils ont besoin d'activité. Et aujourd'hui, c'est le RSA qui les empêche de rentrer dans l'activité. Parce que, évidemment, si on passe du RSA en CDI, tout va bien, mais ça n'arrive jamais. Mais si on commence à avoir des petits boulots, des petits trucs d'auto-entrepreneurs, etc., du coup, on va perdre son allocation. C'est moins le cas aujourd'hui. C'est moins le cas aujourd'hui. Le système de Martin Hirsch, justement. Je sais que les gens ont peur du courrier de la CAF et du coup se restreignent dans les projets qu'ils pourraient entreprendre. Donc je pense qu'il faut faire tout l'inverse de ce que fait le gouvernement aujourd'hui, y compris d'ailleurs pour des raisons budgétaires et de bonne gestion des finances publiques. Parce que si on fait ce que le gouvernement demande, c'est de la folie. C'est-à-dire on va forcer les gens à faire je ne sais quel travail d'intérêt collectif qui sera la plupart du temps bidon, parce que ça ne s'improvise pas. On ne s'improvise pas comme ça, travailleur social. Qu'on va mobiliser, si on ne le fait pas sérieusement, c'est encore une fois une loi qui ne veut rien dire et c'est mauvais pour l'état de droit. Si on le fait sérieusement, ça va mobiliser des centaines de milliers de gens pour surveiller les autres et les faire travailler, un peu comme en URSS. Plutôt que de payer les gens à rien faire, on les disait, vous allez surveiller le métro. Et quand vous prenez des métros aujourd'hui en Arménie
ou dans les pays de l'ex-URSS, eh ben vous avez des petites cabines avec des gens à l'intérieur qui surveillent que tout se passe bien. Ben c'est ça qui se passe quand on refuse en fait l'allocation universelle et qu'on dit on vous donne de l'argent à condition de faire semblant de travailler. Donc ça, c'est terrible pour le moral de tout le monde. Donc moi, ce que je dis, c'est passons plutôt que de aujourd'hui, oui, il y a un problème, mais plutôt que de renforcer les conditionnalités en disant vous allez voir, on va vous pousser à l'activité et en fait on fait rentrer les gens dans un méandre bureaucratique qui va absolument les démoraliser. Eh bien, on dit, on fait l'inverse. On déconditionnalise absolument. On assume le fait que cette allocation, elle est universelle, c'est un droit, c'est pour tout le monde, on ne vous demande rien en échange. Et on fait le pari, qui est un vrai saut, et qui est un vrai pari philosophique, mais dont énormément d'expérimentations dans le monde ont montré qu'il marchait, que si vous faites confiance aux gens, eh ben, ils vont entreprendre des choses. Aujourd'hui, on voit que, par exemple, les études de Guy Standing en Inde montrent que quand vous donnez une allocation universelle inconditionnelle à un village, avec un village témoin à côté, eh ben on s'aperçoit qu'avec cet argent, que font les gens ? Ils vont pas s'acheter des packs de bière, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? On voit que le taux d'entrepreneuriat augmente, parce que quand vous avez cette espèce de sécurité, eh ben vous pouvez essayer quelque chose, et si ça ne marche pas, c'est pas grave, parce que vous avez cette petite stabilité. Ils réparent leur maison, ils ont un meilleur accès à la santé, parce qu'en fait, les gens sont les premiers sur le terrain à pouvoir déterminer leurs propres besoins. Et donc, c'est aussi faire le pari que c'est pas parce qu'on est démuni qu'on n'est pas rationnel et qu'on ne sait pas ce qui est bon pour soi-même. Et je pense que c'est une vision, on parlait de verticalité, c'est ça la vision paternaliste du pouvoir. Ça s'applique aux contribuables, mais ça s'applique aussi aux plus démunis qui disent ils ne sont pas capables de gérer leur vie, alors on va les mettre dans toutes sortes de circuits. Mais laissez-les faire et faites ce pari. Et on va voir. Et moi, je fais le pari qu'ils feront des choses que personne n'aurait pu imaginer et qui se révéleront parfois ratées et parfois des innovations, même à petite échelle, qui déclenchent des choses. Pas forcément d'ailleurs des choses rentables ou productives, parfois oui, parfois non. Je suis persuadé par exemple qu'un revenu universel tel que je le conçois et qui encore une fois serait moins coûteux pour les finances publiques que tous les dispositifs qu'on a aujourd'hui. Pas dans la première étape quand même, parce que si vous donnez aux 70 millions de Français un revenu de base, il faut faire des économies avant. Pas si on le fait sous forme d'impôt négatif, c'est-à-dire que tous ceux qui ont un revenu, disons, décent, en fait se voient donner le revenu de base sous forme de crédit d'impôt, mais qui va être inférieur à l'impôt qu'ils payent déjà. Donc ce n'est pas un argent qui est déboursé par l'État. Non, de fait, c'est un argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, quand même. Oui, mais selon les modélisations qu'on a faites, nous, dans le think tank que je présidais, la Génération Libre, on est à l'équilibre par rapport à la situation actuelle. Et ce qui est intéressant, justement, c'est que nous, on propose un revenu universel qui est modeste, mais qui du coup, est disons, crédible, faisable, opérationnel en France aujourd'hui. Globalement, on l'a déjà, mais comme on ne le dit pas, on garde toutes ces espèces de conditionnalités qui polluent la vie des gens et qui bureaucratisent le système. Et moi, je suis persuadé, par exemple, qu'un revenu universel encouragerait la néo-ruralité. Et quand vous faites des sondages, vous avez 60% des gens qui veulent aller vivre à la campagne. Je pense que l'avenir économique et moral du pays, il est dans la ruralité. Il est évident qu'il va falloir produire autrement les produits agricoles qu'on consomme et que pour ça, on aura besoin de main-d'œuvre et que de toute façon, ça va rendre les gens beaucoup plus heureux. Je t'ai pas entendu. Eh bien, vous voyez bien qu'avec un tel revenu, aujourd'hui, les gens qui peuvent se permettre d'être néo-ruraux, c'est quand il y en a un des deux qui est ingénieur informatique, qui continue à faire des logiciels à distance ou du télétravail, qui donc peut apporter un petit flux de revenus. Le temps qu'en 1 an, 2 ans, 3 ans, la permaculture ou l'artisanat ou je ne sais, ou l'atelier coopératif deviennent rentables. Eh bien, avec un revenu universel, beaucoup plus de gens, de couples, ou pas, pourront faire ce saut, essayer quelque chose. Et donc, je pense que ça aurait même des effets sur l'aménagement du territoire. Autre sujet, en ce moment même, des manifestants bloquent l'autoroute A13 parce qu'ils militent contre le contournement de cette autoroute qui va occasionner des travaux. On a vu un autre projet autoroutier tout récemment qui a été entravé par des manifestations. Ça veut dire que c'est plus possible de trouver un consensus sur ces sujets de grandes infrastructures ? Moi, je pense surtout que ça veut dire qu'on change d'époque et que ces grandes infrastructures... c'est pas forcément mauvais, mais enfin c'est quand même un legs du passé, un legs d'une époque où on pensait que tout bitumé n'était pas objectable et où on imaginait qu'aller toujours plus vite était le but de la société. Je pense qu'aujourd'hui le pays il est quand même largement maintenant desservi et que au contraire, à quoi aspirent les gens, c'est à ralentir un peu. L'autoroute entre Toulouse et Castres, je crois, fait gagner 20 minutes par rapport à la nationale. Non mais est-ce qu'on va faire des travaux qui immobilisent des centaines d'hectares
et qui crée évidemment des dommages environnementaux très forts, et qui, au-delà des dommages environnementaux, alimente cette mentalité qu'il faut absolument relier, se désenclaver. Enfin, sinon, cette folie de désenclaver, elle n'a pas de fin. On peut aller au moins de petits villages et dire il faut une grande bretelle, il faut une grande autoroute. Est-ce qu'on veut vivre dans un pays comme ça? Vous savez, Pompidou, qui a lancé les premiers grands travaux d'urbanisme, il avait écrit une lettre magnifique à son administration en disant « Arrêtez de couper les arbres sur les nationales ». Et ce que l'administration n'a pas fait. Et il disait « Je ne fais pas des autoroutes pour que vous me détruisiez les petites routes. Je fais des autoroutes pour créer des grandes artères, mais pour qu'autour, la France reste belle. » Et lui, il avait cette exigence de beauté et de liberté qu'au fond, nos décideurs publics ont complètement oublié simplement parce qu'elles ne sont pas quantifiables. Et au-delà de ça, je trouve, sur les manifestations, disons, radicales qui se développent aujourd'hui, que c'est toujours comme ça qu'ont commencé les grandes transformations sociales. Les suffragettes faisaient de la désobéissance civile. Le mouvement des civil rights aux États-Unis, évidemment, également. On ne peut pas constamment dire il faut respecter la loi, il faut respecter l'état de droit, parce qu'en vrai, les sociétés ont toujours bougé, parce que certains ont commencé à désobéir à la loi ou à désobéir à la norme. Et étant donné l'urgence de la question écologique, chacun la voit à travers son prisme, mais je pense que tout le monde peut la constater, je pense qu'effectivement des lois qui sont des lois clairement, des lois ou des mesures ou des projets qui sont clairement obsolètes, légitiment une forme de désobéissance non violente si possible. Et que quelque part, tous ces militants écologistes qui aujourd'hui s'accrochent les mains dans les musées ou font des sit-ins sur les autoroutes sont extrêmement raisonnables. En fait, c'est les plus raisonnables de nous tous. C'est des gens qui lisent des rapports scientifiques, qui souvent d'ailleurs sont rejoints par les scientifiques eux-mêmes, et qui organisent leurs actions de manière à créer quand même le moins de dommages possible. Dans les musées, ils s'assurent que les tableaux soient derrière des vitres. Enfin, pour le moment, c'est extrêmement raisonnable. Mais si on n'agit pas avec cohérence, eh bien, il est clair qu'ils seront de plus en plus tentés d'être déraisonnables. Autre sujet cette semaine, première victime boursière de l'intelligence artificielle, une entreprise qui fait des cours de soutien dont on a réalisé que la production qu'elle effectue était largement substituable et pouvait être effectuée par des machines. Premier conflit social aussi avec les scénaristes de Hollywood qui voudraient imposer qu'il y ait un certain nombre d'humains fixés à l'avance pour créer les histoires qui servent de base à nos séries, à nos films. Est-ce que, selon vous, il y a quelque chose à craindre de quelque chose de radicalement différent dans cette technologie qui, justement, justifie nos craintes ou pas ? Moi, je pense qu'en fait, cette technologie remplace les gens qui eux-mêmes se comportent un peu comme des machines. Et que, en fait, nous avons bureaucratisé la société, de sorte que souvent, nos activités sont répétitives, y compris dans le domaine des scénarios, peu créatives, appliquent des processus un peu aveuglement. Alors évidemment, tous ces métiers, tous ces bullshit jobs, comme disait Grébert, dont on parlait auparavant, sont substituables par la machine. Mais pourquoi ? Parce que nous avons créé des emplois qui ne sont pas des emplois humains. Et donc en fait, ces technologies, elles nous poussent à nous demander qu'est-ce que nous voulons faire comme activité véritablement humaine. Et là, il est clair que l'homme n'est pas remplaçable. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est un mauvais terme. Il faut parler de logique artificielle. L'intelligence humaine, comme le monde des neuroscientifiques comme Antonio Damasio, elle est connectée au corps, au biologique. Elle se nourrit des odeurs de la forêt, des sensations. Elle vient d'une évolution biologique en homéostasie, où les processus corporels sont tout aussi importants, en tout cas sont mêlés aux processus intellectuels. C'est pour ça d'ailleurs que Damasio réhabilite Spinoza contre Descartes, en disant « nous ne sommes qu'un, l'esprit et le corps, c'est une seule chose ». Et donc là, il est clair que c'est pas que nous avons un avantage, c'est que nous sommes absolument uniques et singuliers. Mais pour ça, il faut développer ce qui nous rend véritablement humains, au lieu de se contenter de vies très normées qui effectivement nous transforment en machines. Et à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si elles finissent par nous remplacer. Merci beaucoup, Gaspard Koenig, d'avoir partagé vos réflexions avec nous, avec tous les spectateurs. C'était très intéressant. Merci à vous. Je vais vous demander de laisser la place à notre invitée, Christine Dugouin-Clément, qui va nous rejoindre. Merci.